cette conférence que nous propose Florent Mézin. Donc, je vais vous présenter Monsieur Mézin. Donc, Florent est professeur d'histoire-géographie dans le secondaire et chargé de cours à l'université Grenoble-Alpes. Il est docteur en histoire contemporaine et chercheur associé au laboratoire Lara. Il s'intéresse plus particulièrement à l'histoire militaire dans les Alpes et encore plus précisément à l'histoire politique, militaire, sociale, économique et culturelle des troupes de montagne françaises, notamment depuis la fin de la guerre d'Algérie. Dernièrement, il a paru 2 publications, une sur le musée des troupes de montagne entre histoire et mémoire pendant la période 1888 et 2018. Et ensuite, il a participé au colloque du service historique de la Défense, sur lequel il a planché sur la symbolique, tradition et identité militaire. En parallèle, Florent est actif puisqu'il est officier spécialisé de réserve, responsable du pôle scientifique au musée des troupes de montagne. Il est enfin engagé dans le monde patrimonial et associatif, en particulier aujourd'hui en tant que secrétaire général de l'AR8. Aujourd'hui, Florent va nous entretenir sur le sujet commémoration des victoires oubliées, histoire et mémoire des combats de 40 des troupes alpines. Donc pour des questions d'organisation, je vous propose donc de tous couper vos micros et de poser vos questions à la fin de l'exposé de Florent. Merci à tous. Bonne séance. Merci Émilie. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai légèrement modifié mon titre. C'est un petit clin d'œil au philosophe Paul Ricoeur. J'ai intitulé ça « Commémorer des victoires oubliées, mémoire, histoire, oubli des combats des troupes alpines en 1940 jusqu'à nos jours ». Je commencerai mon propos par l'actualité commémorative. Le président de la République, il y a quelques semaines, a commémoré les combats de 40 et plus particulièrement a commémoré les combats de Montcornet, là où c'est notamment illustré le colonel de Gaulle. Pourquoi commencer par là? Parce que cette commémoration, ce choix qui a été fait en 2020 est significatif et politique et en quelque sorte l'acheminement, la fin d'un processus que je vais tenter de vous exposer. Donc, le président Macron, lors de son discours à Montcornet, a fait état finalement de la recherche historique et a fait une sorte de bilan mémoriel de ces combats de 40 que l'on dit combats oubliés dans le contexte de l'année 1940, mais aussi par rapport aux autres histoires-mémoires de la Seconde Guerre mondiale. Donc le président Macron, je cite, « Donc dans la stupeur et la sidération, notre pays essuyait l'une de ses plus rudes défaites. » Alors excusez-moi, j'ai un petit souci avec le... Hop. Voilà, ça ira mieux entre Zoom et mon PowerPoint, excusez-moi. Donc je reprends. Le président Macron, dans la stupeur et la sidération, notre pays essuyait l'une des plus rudes défaites militaires de son histoire. Pourtant, dans ce maelstrom terrible, la France ne fut pas la victime consentante de son effondrement, ni un fétu piétiné. Nos armées furent battues, oui, mais elles luttèrent avec ardeur, elles figèrent l'ennemi en un point de front. Non, la bataille de France ne fut ni une défaite prévisible, ni une déroute inéluctable. Donc, ce qui est intéressant dans cette première partie que j'ai sélectionnée, c'est le point historique sur lequel s'attarde le président Macron et qui revient sur ces préjugés, ces raccourcis qui ont perduré pendant plusieurs décennies sur une armée qui aurait fui, une armée peu vaillante et où la débâcle aurait été générale. Pas seulement du côté politique, mais aussi du côté militaire. Je poursuis la citation. L'armée française avait des failles, mais elle ne manqua ni de courage, ni de force d'âme. Souvenons-nous de nos aviateurs, souvenons-nous des spahis si braves, souvenons-nous de la ténacité des troupes de Lille,
Souvenons-nous de la résistance héroïque des soldats et marins de Dunkerque. Souvenons-nous de la bravoure des tirailleurs d'Afrique dans la Somme. Souvenons-nous de l'audace sans borne des jeunes cadets de Saumur. Souvenons-nous de l'infaillible défense de l'armée des Alpes. Souvenons-nous des dizaines de milliers de vies données pour la France entre mai et juin 40. Donc, discours prononcé le 17 mai 2020. Donc, après un état des lieux de la recherche historique, si on peut dire, il rend hommage aux différentes troupes qui ont combattu durant cette année 1940. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il rend, entre autres, hommage à l'infaillible défense de l'armée des Alpes. Donc, un premier point qui irait à l'encontre de le titre que j'avais proposé pour justement amener à la réflexion de combat oublié. Donc, il n'est pas oublié puisque le président Macron rend hommage à l'infaillible défense de l'armée des Alpes. Donc, il faut bien replacer ce discours présidentiel de Montcornet en 2020 dans son contexte. C'est un discours dans l'histoire, c'est-à-dire que les différents présidents de la République, notamment de la 5e, ont tous marqué leur empreinte, se sont inscrits dans une certaine histoire de la Seconde Guerre mondiale, et Macron ne déroge pas à la règle. C'est aussi un discours pour l'histoire. Le président Macron souhaite laisser une trace dans cette histoire mémoire de la Seconde Guerre mondiale, et ce sera peut-être le président qui reconnaîtra les combats de 40. C'est aussi un discours ancré dans le contexte et dans les enjeux du présent. Et ça, c'est important et on va y revenir régulièrement lors de cette conférence. C'est que toutes les actions mémorielles sont ancrées dans le présent. Ces renvois, ces remémorations du passé sont profondément ancrés dans des enjeux du temps présent. Et on pourrait analyser le discours du président Macron à l'aune des difficultés que rencontre la France actuellement du fait de la crise sanitaire, mais aussi de la question de la cohésion nationale. Donc après cette amorce à propos du discours du président Macron, un petit retour sur cette Seconde Guerre mondiale en France, un passé qui ne passe pas, pour reprendre le titre du célèbre ouvrage de l'historien Henri Rousseau, qui parlait plus particulièrement du passé de Vichy. Donc on s'intéresse ce soir, et depuis le début de ce cycle de conférences, à une période particulière, la Seconde Guerre mondiale, et à une année particulière dans cette guerre particulière. C'est un peu lourd, mais j'insiste parce que c'est important. Cette Seconde Guerre mondiale, elle est inédite, historique. Il y a 80 ans débutait une guerre totale aux conséquences multiples, tragiques, traumatiques pour la France et pour tous les Français. À court terme, avec l'exode des 40, à moyen, long terme, sur toute la décennie 40, mais c'est aussi une histoire qui va profondément marquer la vie, et pas seulement la vie politique, des décennies à venir. Donc, une guerre aux conséquences multiples. C'est aussi une guerre d'anéantissement qui a fait plus de 60 millions de victimes, dont 50% de civils contre environ 5% pour la Première Guerre mondiale. Autrement dit, ce n'est pas une guerre, c'est une guerre qui a touché toute la société et pas seulement la société militaire. D'où son impact profond sur la société, l'ensemble des Français et des Françaises. C'est une guerre que l'on peut séquencer, donc c'est un récit historique qui est complexe à appréhender puisqu'il y a finalement plusieurs phases. On peut en voir 3, voire 4 si on s'intéresse à l'histoire militaire. La première phase, 39-40, la drôle de guerre, puis les combats jusqu'à la défaite du point de vue français. 40-42, si on prend le point de vue militaire, avec cette période d'armée d'armistice. Puis 40-42, le temps des résistances, et enfin 44-45, le temps de la libération
et de la reconquête du territoire jusqu'à la capitulation de l'Allemagne nazie. Donc en fait, c'est une histoire qui a plusieurs temps, mais qui aussi a suscité plusieurs mémoires. Robert Frank, par exemple, historien connu et reconnu sur cette période, distingue plusieurs mémoires. Des mémoires motrices, celles résistants, c'est celle-ci qui s'est fait entendre la première, puis ensuite des mémoires blessées, celles des déportés. À l'intérieur de cette mémoire blessée, il y a les mémoires particulières des déportés juifs. Il y a les mémoires repliées, celles des prisonniers de guerre, les mémoires défensives, celles des travailleurs du STO, et on pourrait rajouter ces mémoires oubliées, ou du moins pendant un temps refoulées, celles du régime de Vichy. Et on va s'intéresser ce soir à la mémoire de l'armée, plus particulièrement des troupes de montagne. Donc c'est une histoire passionnée, et c'est une histoire qui est enclin à des luttes mémorielles politiques, à une guerre des mémoires, comme ont pu le dire un certain nombre d'historiens. Donc, une histoire, même des histoires et des mémoires, objet de multiples commémorations aujourd'hui, encore 80 ans après, partout en France, que ce soit à l'échelle locale, dans les petits villages, à l'échelle des villes, mais aussi à l'échelle de la nation tout entière, de l'État-nation tout entier. Bref, comme l'a intitulé Laurent Douzou, c'est une histoire périlleuse à écrire et pendant longtemps à enseigner. Donc ce soir, on va s'intéresser à une histoire particulière dans l'année 1940, celle des combats des Alpins dans les Alpes, mais aussi au-delà, puisque les Alpins n'ont pas combattu que dans les Alpes, ils ont combattu dans le nord-est de la France, mais aussi plus au nord, dans le cadre de la campagne de Norvège. Donc, quelle place occupe cette histoire-mémoire dans l'histoire de l'année 1940 et dans celle de la Seconde Guerre mondiale? Comment cette histoire-mémoire a traversé les décennies jusqu'à nos jours? Qui en sont les porteurs, les transmetteurs, voire les gardiens? Quel rôle a joué cette mémoire? Parce que je vous ai dit que la mémoire était toujours ancrée dans un présent et soumise à des enjeux très contemporains. Donc, quel rôle a joué cette mémoire? Quelle est l'évolution de ce rôle depuis 1940, dans le cadre des politiques mémorielles et patrimoniales de l'État, mais aussi de l'institution militaire et plus particulièrement des troupes alpines et de ses héritiers, les soldats de la 27e brigade d'infanterie de montagne. À quelle fin? Selon quels moyens? Et enfin, quel est le bilan historique et mémoriel que l'on peut faire en cette année 2020, dans le cadre du 80e anniversaire des combats de 1940? Ces derniers, je parle des combats, sont-ils connus, reconnus? Par qui? Pour qui? Et peut-on encore parler finalement de bataille oubliée? Donc, je développerai mon propos en 4 points. Je ferai tout d'abord un retour rapide sur les faits historiques avant de m'intéresser à l'écriture de cette histoire-mémoire, puis parler de la reconnaissance de cette histoire-mémoire et questionner cette question de l'oubli. Et enfin, il s'agira d'aborder la question de la quête de reconnaissance qui perdure et qui se poursuit encore aujourd'hui avec un certain nombre de rappels dans l'actualité très récente. Nous y reviendrons. Donc, retour rapide sur les faits historiques. Deux mots de la campagne de Norvège qu'on n'a pas évoqué depuis le début de ce cycle, puisqu'on s'est concentré sur les combats dans les Alpes. La campagne de Norvège, elle s'est déroulée d'avril à juin 1940, du 9 au 13 plus exactement. Elle a concerné quelques troupes françaises et notamment quelques troupes alpines. En fait, le gouvernement a décidé d'intervenir au nord et de confier à un corps expéditionnaire français franco-polonais qui s'est constitué, a décidé de barrer la route aux Allemands, de barrer la route du fer, essayant par ce fait de ralentir la production et de fait la progression allemande. Donc c'est une expédition qui
part de Belay, dans l'Ain, qui Ah, va ramener yes. les troupes jusqu'à Brest, puis ensuite prendre la mer jusqu'en Norvège. Je vais vite, mais parce que c'est pas l'objet de cette communication. Sur le terrain norvégien, c'est les troupes de ce corps expéditionnaire sous les ordres du général Audet et du général Bétoir remportent des victoires. Donc, il y a victoires militaires sur le terrain, mais ces victoires sont sans lendemain, puisque les troupes sont rapidement rappelées en métropole pour prêter main forte sur notamment le front nord-est. Voilà. Donc, du coup, cette victoire sans lendemain va être rapidement transformée par les Allemands qui vont reconquérir le territoire très rapidement. Il n'empêche qu'il y a un certain nombre d'héritages, y compris à court, moyen, long terme, de cette campagne de Norvège, et que cette campagne de Norvège fait partie de cette histoire-mémoire d'une armée invaincue en 40, et à juste titre, si on se borne aux faits. La bataille des Alpes, j'irai encore plus vite, puisqu'elle a fait l'objet d'une conférence du spécialiste de la question, le lieutenant-colonel Schiavon. Il s'agit donc d'une guerre défensive du point de vue français, et de faire face à l'offensive italienne, puisque Mussolini a décidé d'envahir la France, du moins la partie est, et d'avoir sa part du gâteau, si je puis m'exprimer ainsi, dans le cadre des négociations du fait de la débâcle de l'armée française et des conditions d'armistice. Donc là aussi, on l'a largement évoqué, c'est une victoire sur le terrain. Hein. Les troupes de montagne, les troupes alpines ont montré toute une ardeur et tout leur savoir-faire pour défendre leur position. Et encore une fois, sur le terrain, c'est véritablement une victoire militaire avec des conséquences également à court, moyen, long terme. Mais à court terme, c'est par exemple permettre d'éviter l'occupation. Voilà. Donc, pour les troupes alpines, l'honneur est sauf dans un contexte 1940 qui est beaucoup plus sombre, et c'est l'objet de cette communication de ce soir. Donc, on va revenir sur l'écriture de cette histoire-mémoire de 1940 et essayer de comprendre finalement pourquoi et qui a écrit cette histoire et à partir de quand. Donc, cette histoire, elle a été écrite par les acteurs dès la fin des combats. Dès la fin de l'année 1940, les soldats ont compilé leurs souvenirs, du moins un certain nombre d'entre eux. Il y a plusieurs exemples au musée des troupes de montagne. J'ai moi-même un membre de ma famille qui a combattu à Narvik et qui s'est empressé de rassembler ses mémoires personnelles, ses mémoires de guerre, dans un petit album photo avec quelques notes personnelles. Donc, c'est le cas des soldats, mais c'est aussi le cas des chefs. Et le général Bétoir, dans cette année 1940, a tenu à rappeler l'ardeur et la bravoure de ces soldats, et a écrit un petit recueil sur son expérience au combat, sur sa bataille de 1940. Et il s'agit à la fois de sauver l'honneur de l'armée française, mais aussi de rendre hommage à ces soldats qui se sont battus vaillamment. Il y a aussi les amicales qui vont jouer un rôle et qui vont rapidement compiler les témoignages des anciens combattants. Au lendemain de la guerre, il n'y a pas que les acteurs, les combattants qui prennent la parole. Il y a aussi les plus hautes autorités militaires qui rédigent leur version, leur vérité historique à un moment donné, en fonction de ce qu'ils sont et de ce qu'ils connaissent, de ce qu'ils ont expérimenté. Donc, c'est le cas du général Weygand,
qui publie assez rapidement, hein, en 1953, une synthèse d'histoire militaire et qui s'attache à retracer le rôle de l'armée française dans la Seconde Guerre mondiale. Et on est clairement dans une politique de réhabilitation. Et ce qui est intéressant dans cette histoire de l'armée française du général Weygand, c'est que dès 1953, il cite les deux épisodes, les deux campagnes dont il est question, la campagne de Norvège et la victoire défensive de l'armée des Alpes, en soulignant la ténacité au combat, la détermination des chefs. Donc on est dans à la fois une politique d'hommage et déjà dans une politique de reconnaissance, écrit par le premier d'entre eux, par le premier des chefs. S'ensuit, donc après 1945, après la fin de la guerre, une période de silence, comme on l'a observé pour d'autres mémoires. Il faut attendre la fin des années 80, le début des années 90 pour observer un sursaut mémoriel avec la prise de parole des derniers survivants et des héritiers et premiers historiens militaires. Quand je parle d'héritiers, je parle d'héritiers au sens filial, mais aussi au sens symbolique, c'est-à-dire les Alpins qui désormais sont en poste dans les bataillons et les régiments de la 27e division alpine. Ce sursaut mémoriel, il intervient notamment à l'occasion du centenaire des troupes de montagne. Donc, vous avez la publication Les Alpins, qui revient très longuement sur ces campagnes de 1940. Ce centenaire des troupes alpines, il est à replacer dans un contexte plus large de restructuration de l'armée française et d'une période où les troupes de montagne cherchent à retrouver une place au sein de l'organigramme notamment de l'armée de terre. Donc, il s'agit finalement pour les troupes de montagne de défendre leur place entre autres, hein, bien sûr pas seulement, en montrant que les Alpins ont toujours défendu et servi la France, y compris dans les heures les plus sombres de son histoire. Donc une histoire avec un sursaut à l'occasion du centenaire des troupes de montagne. Vous avez aussi un certain nombre d'anciens qui prennent la plume, si je puis dire. Vous avez le général Vallée d'Ozia, qui écrit ses mémoires. Vous avez Charles Klein, qui est le père du général Klein, qui est actuellement président de la FRESM, et qui, tous deux, recueillent, mettent noir sur blanc leur expérience, témoignent de ce qu'ils ont vécu, notamment durant cette année 40. Vous avez aussi à ce moment-là les premières publications de personnes comme Henri Béraud, qui est aussi un ancien, mais aussi Jean Mabir, qui va raconter notamment la saga de Narvik. Alors Jean Mabir est un historien, écrivain qui politiquement est connoté et qui écrit une histoire romancée. Mais il est intéressant de noter que ça fait partie des premières pierres à l'édifice mémoriel. Vous avez aussi des historiques, j'ai pris l'exemple de l'historique du 93, qui sont refaits à cette occasion, au tournant à l'occasion du centenaire, et qui revient largement sur cette histoire dite oubliée. Et puis, dans la mouvance, dans le processus de commémoration du centenaire des Alpins, vous avez une association qui est créée, qui s'appelle l'Union des troupes de montagne, et un musée qui est inauguré en 1988, avec une association associée. Et cette association, qui est au départ une association essentiellement anciens de la Seconde Guerre mondiale, va prendre son bâton de pèlerin, il va chercher à recueillir tous les témoignages et va véritablement faire œuvre d'histoire. Donc c'est un début de recherche historique et ça fait partie des bases sur lesquelles on peut encore s'appuyer aujourd'hui. Le tournant du XXe siècle dans cette histoire, dans cette écriture de cette histoire mémoire, et il réside, enfin, il demeure
les héritiers, pour les historiens de divers horizons. C'est vraiment à partir du début du XXIe siècle, et notamment à l'occasion du 70e anniversaire, qu'un certain nombre de publications vont être éditées. Et vont revenir sur cette histoire. Vous avez par exemple Jean-Luc Messager qui revient notamment sur l'héritage que constitue Narvik, y compris pour la Légion, mais aussi d'autres historiens passionnés comme Laurent de Nouzon. Et vous avez des universitaires, au sens des historiens universitaires militaires qui vont publier, qui vont consacrer des recherches de grande envergure, qui vont consacrer des thèses entières sur la question. Et c'est le cas notamment de Max Chiavon, qui a consacré sa thèse sur les combats de 40 dans le centre des Alpes. Donc, une histoire qui progressivement se professionnalise, entre guillemets, se structure, et on passe du témoignage à l'histoire universitaire, l'histoire militaire. Et puis, aujourd'hui, depuis le XXIe siècle, cette histoire, elle est connue, elle figure dans tous les historiques de bataillons et de régiments. Elle est régulièrement rappelée également dans les ouvrages qui ont pour objet les troupes de montagne. Je vous ai cité par exemple troupes de montagne combattants d'élite. On revient systématiquement sur Narvik, sur cette bataille des Alpes, c'est la première bataille des Alpes. Ça constitue un véritable creuset identitaire et un point de passage incontournable dans le rappel historique. Et puis je me suis permis de citer ma thèse, puisque après l'histoire vient l'étude de la mémoire, ce qui est assez classique dans le champ des recherches historiques. Donc le début du XXIe siècle, la parole est à l'institution militaire et aux historiens de différents horizons. Je vous ai remis une sélection de différentes synthèses militaires sur l'histoire militaire et qui toutes insiste sur ces combats de 40 des troupes alpines, que ce soit sur la frontière alpine ou en Norvège. Donc, tout ça pour vous dire que c'est une histoire qui est bien documentée, qui est aujourd'hui connue grâce à plusieurs ouvrages sur la chose militaire, que ce soit des ouvrages généraux, des ouvrages spécialisés, des ouvrages écrits par des historiens universitaires, par des historiens militaires ou par des passionnés. Donc une histoire connue. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la connaissance de certains, puisque finalement cette connaissance, elle concerne que quelques passionnés, est-ce qu'elle va de pair avec la reconnaissance de tous? Est-ce que finalement le fait de connaître ce qu'il s'est passé en 1940 suffit à ce que tout le monde reconnaisse la vaillance, la victoire de ces troupes alpines? Et on peut réfléchir à différentes échelles, ce qui change un peu la problématique. Si on réfléchit à l'échelle alpine, l'histoire des troupes alpines est un peu mieux connue, et si on change d'échelle à l'échelle nationale, quel est le rayonnement des troupes de montagne, et est-ce que cette histoire finalement qui est connue à l'échelle locale l'est-elle autant à l'échelle nationale? Donc une histoire écrite, une histoire connue, mais une histoire qui est reconnue. Point d'interrogation, est-ce que c'est toujours une histoire oubliée, et si elle est oubliée, par qui et pourquoi? Ce qui est intéressant quand j'ai travaillé sur cette communication, c'est de voir que l'institution militaire, le ministère des Armées lui-même, reprend toujours ce slogan de bataille oubliée depuis une vingtaine d'années, voire plus. Je vous ai mis deux exemples, celui d'une série de petits livrets qui avait été édité par la DMPA, collection Mémoire et Citoyenneté, et les termes sont importants, hein, mémoire et citoyenneté, et qui avait consacré un certain nombre de petits fichiers sur différentes batailles, et il y en avait une sur les Alpes, bien évidemment, les combats de 40, la première bataille des Alpes, avec ce titre « Bataille oubliée ». Intéressant également, c'est
un épisode, enfin une série d'épisodes qui a été mis en ligne par le ministère des Armées il y a quelques semaines, qui s'intitule Comment 40 et qui revient sur différents aspects oubliés ou méconnus de cette année 1940 d'un point de vue militaire. Et toujours, on voit un épisode 2, Narvik, la victoire oubliée. Je vous laisserai aller voir c'est facile, on le retrouve facilement sur le site du ministère de la Défense. Je crois que c'est sur le site de la DICODE. Donc pourquoi parle-t-on encore, ou pourquoi a-t-on parlé de mémoire oubliée dans cette défaite? Il y a d'abord des caractéristiques intrinsèques de ces deux victoires. Pour la campagne de Norvège, c'est une opération qui est menée dans une relative discrétion, voire presque dans une quasi-indifférence, dans un contexte du printemps 40 que l'on qualifie de débâcle et qu'aujourd'hui on nuance, mais en tout cas dans une situation complexe. C'est aussi une opération lointaine, géographiquement, hein, et c'est une victoire sans lendemain. Donc, ça ne contribue pas à cette question de la reconnaissance. Pour la campagne de Norvège et pour celle des Alpes, il y a d'autres éléments qui interviennent dans cette non-reconnaissance ou cette difficulté de reconnaissance. C'est que ce sont des victoires isolées dans un contexte de défaite. Une défaite que l'on ne commémore pas. Alors vous allez me dire, on ne commémore pas les défaites en général. Dans l'institution militaire, les militaires commémorent les défaites glorieuses, quand elles ont un sens, une portée symbolique importante. L'idée qui veut être transmise, c'est l'idée de sacrifice. Et vous avez un certain nombre d'armes qui commémorent des défaites glorieuses. Je pense par exemple à la Légion étrangère qui commémore Cameron. Je pense aussi à la bataille de Sidi Ibrahim pour les chasseurs. Vous avez aussi Bazeilles pour les troupes de marine, etc. Donc, on commémore les défaites, mais on ne commémore pas 1940. Finalement, ce qui reste de cette année 40, c'est ce qu'a bien voulu en laisser l'ombre des Vichy. Et c'est intéressant parce que en 2010, il y a un article de l'historien américain Paxton qui questionne le fait que est-ce que finalement le régime de Vichy n'a pas gagné la bataille de la mémoire par rapport à l'année 1940. Et puis, je vous ai dit qu'on ne commémorait pas 1940, on ne commémore pas la défaite de 1940, mais on commémore la mémoire qui prédomine pour 1940, c'est la mémoire du 18 juin. Face aux autres mémoires, c'est la mémoire gaulliste, et qui plus est en cette année 2020, puisque c'est l'année de Gaulle. On y reviendra. Donc, il y a des éléments qui permettent d'expliquer ces difficultés de reconnaissance. Et puis, au lendemain de la guerre, il y a aussi un contexte peu propice à l'éclosion de cette mémoire. Il y a toute une génération, y compris d'historiens, qui a été marquée par l'ouvrage de Marc Bloch, L'étrange défaite, tout est dans le titre, ou presque, et j'ai pris une citation célèbre, « L'ombre du grand désastre de 1940 n'est pas près de s'effacer ». Et cette histoire mémoire, elle va être reprise notamment dans une tradition gaullienne pendant des décennies. Donc, il y a l'œuvre de spécialistes qui est ancrée dans une période, mais il y a aussi des œuvres culturelles, et notamment dans les années 70. Alors là aussi, il faut placer dans le contexte. Hein. On est après la guerre d'Algérie, on est après mai 68, on est encore dans un antimilitarisme latent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va revenir sur cette année 1940, mais de manière grotesque, avec une série une trilogie de films. Où est passée la 7e compagnie? On a retrouvé la 7e compagnie et la compagnie au clair de lune. S'il y en a eu 3, c'est que le premier a eu beaucoup de succès. Et ce qui est intéressant, c'est l'image qui est véhiculée. Je vais essayer de vous passer un extrait. Ils sont revenus ces vaillants, ces glorieux de la 7e compagnie, ces dignes descendants des grognards et des poilus.
Ces hommes simples et bons, qui d'un seul élan abandonnèrent leur petite vie tranquille pour répondre avec enthousiasme à l'appel de la patrie. Et votre quincaillerie à Vesoul, chef? Quand est-ce que vous aurez des nouvelles? Ça, les Allemands, ils sont peut-être déjà. Hein. Et s'ils pillent? S'ils doivent piller, c'est pas par mes casseroles qu'ils commenceront. Ceux-là même qui surent affronter de Ah, excusez-moi. terribles combattants et accomplir de grands exploits grâce à leur sens aigu de la stratégie. Voyez ces soldats d'élite mus par une bravoure inouïe et un instinct exceptionnel. Avant d'aller plus loin, le sud. Regardez ces lions magnifiques, l'œil aux aguets, attentif au moindre mouvement de l'ennemi. Ce qui est beau maintenant, c'est pas rattraper les Allemands qui sont devant, sans se laisser rattraper par les Allemands qui sont derrière. Admirez comme ils se rient du danger. Peur de rien. Les braves. Des héros, mon cher. Des héros. Ah, je reconnais que... Pourtant, la tâche est rude. Ils doivent faire face aux situations les plus périlleuses. Parti tout seul? Mais qui pourrait arrêter l'élan de ces héros fougueux? Rien ne peut les abattre, ni les hommes, ni les éléments, ni le doute, ni le désespoir. Oui, ça faut reconnaître que côté victoire, on n'a pas été... Dans les moments Je vais arrêter là. Je vais reprendre. Émilie, tu peux me dire si on revoit le PowerPoint? Alors. On te voit toi. Alors. Forcément, j'ai été un peu audacieux. Hop. Non. Alors, si je fais ça. On voit un écran blanc. Alors. Non? Non, on voyait un écran blanc et là maintenant on te voit. Alors, pourquoi? Excusez-moi. Tu fermer, de rallumer ton diapo. Ouais. Et refaire un partage d'écran du début. Alors. Là, de toute manière, on voit ta vidéo, on voit pas ton partage d'écran. Alors, je vais ouvrir Keynote. Tout ça pour la 7e compagnie. Ouais, est-ce que ça en valait vraiment le coup? Je ne suis pas sûr. Voilà, alors, je reprends. Voilà, donc ça c'est bon. Et du coup, voilà, c'est bon. Ouais, c'est bon. On est en plein écran, là on te voit en mode diapo, tu sais, avec tes diapos indiqués sur le. Alors, hop. Voilà. Donc, vous avez bien vu bon, un court extrait, hein, mais ça donne le ton. On est dans une reprise de tous les clichés ambiants qui courent au cours de ces années et que la recherche historique va nuancer, voire contredire totalement.
le réalisateur, hein, Robert Lamoureux, il le dit, hein, parce que ça a suscité un certain nombre de réactions, il le dit, il n'a pas voulu faire un film historique, hein, il a voulu faire une comédie, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a choisi quand même 1940. Donc 40 revient, cette défaite de l'armée française revient sous forme d'humour même assez lourd, hein, mais est-ce qu'il faut y voir une forme d'expiation ou de le rire comme thérapie? Il faudrait un petit peu creuser cette question. En tout cas, ce cliché, ce cliché des films véhiculés par la 7e compagnie et par les suivants vont être tenaces, hein, puisque, petite anecdote, dans les cours d'histoire-géographie, il n'est pas rare que certains élèves, quand on évoque 1940, nous fassent référence à ce film qui, pour autant, ne date pas de leur génération, mais qui est régulièrement sur les écrans de télévision et qui rend, dernièrement, là, durant le confinement, ils l'ont repassé. Ça suscite toujours un succès populaire assez important, donc c'est intéressant de le noter et ça fait partie de cette histoire mémoire de 1940. Plus sérieusement, un certain nombre d'universitaires se sont penchés sur cette histoire mémoire de 1940, hein, qui pour le coup ne passe pas. Et il y a eu notamment un colloque suivi d'une publication de Gilles Vergnon et Yves Santamaria en 2015 sur le syndrome 1940, un trou noir mémoriel, comme si il fallait oublier, hein, cette année 1940 et se concentrer sur le 18 juin, sur l'appel du général de Gaulle et puis finalement sur la résistance. L'historien Pierre Laborie, dans Penser l'événement 1940 en 2019, c'est une édition posthume, je cite, dit « Dans le discours ordinaire sur les années 1940, dans celui des médias, mais aussi dans plusieurs manuels d'histoire, un étonnant trou de mémoire s'est en effet ajouté au tri inévitable de toute reconstruction du passé. » Donc, un autre exemple pour vous montrer à quel point cette histoire de la débâcle, cette vision un peu raccourcie pour le moins de 1940 perdure, c'est l'extrait. Je voulais vous passer un extrait d'Apocalypse, mais finalement je vais renoncer. Je vous laisserai aller voir. C'est dans l'épisode 2, l'écrasement, et vous voyez que 1940 est résumé ainsi. 1, une défaite militaire, 2, un exode. Alors, je nuance un peu mon propos. On évoque quand même, je voulais vous montrer, c'est vraiment un très court extrait, hein, c'est moins d'1 minute, la victoire de 1940 des Alpins. Et on commence par le discours de Mussolini, puis ensuite sur une image de chasseurs alpins qui vont sauver l'honneur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne parle pas de troupes alpines, mais de chasseurs alpins. Donc, c'est une vocation qui est pour le moins lacunaire. Donc, une histoire qui est tenace. Donc, finalement, c'est une histoire qui est écrite, c'est une histoire qui est bien documentée, mais c'est une histoire qui est peu ou pas reprise. Donc finalement, ça explique qu'il y ait toujours une quête de reconnaissance vis-à-vis de ces victoires de 1940 et qui est la mise en place de différentes actions initiatives en ce sens par différents acteurs. Donc les actions, la première d'entre elles, c'est l'action commémorative, hein, et on ne peut commémorer, mais en général les commémorations se fixent autour d'un point, autour d'un monument. Et les monuments à propos de cette bataille des Alpes et de campagne de Norvège existent, hein. Ils sont pas très nombreux, mais ils existent. Et ce qui est intéressant, c'est que ils suivent un peu ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire qu'il y a une première phase de construction qui intervient juste après les combats, dès l'année fin 40-41, puis après la libération. Et ensuite, une deuxième phase de construction qui intervient plus à la fin du XXe siècle. Donc, je vous ai mis quelques exemples. Il est intéressant, quand on étudie la mémoire, de s'intéresser aussi à la toponymie. Et vous avez un certain nombre de rues de Narvik, d'Armée des Alpes, de rues Armée des Alpes. Vous en avez même
Vous avez une rue de Narvik à Grenoble, une boulevard Almé des Alpes à Nice. Vous avez même une rue de Narvik à Paris. Donc c'est une mémoire qui est inscrite dans la pierre et dans le temps. Vous avez les caractéristiques de ces monuments commémoratifs, c'est que on les place en général sur les lieux des combats. C'est le cas du monument de Norvège, Narvik 1940, et quand c'est pas possible, on crée des monuments ex nihilo, comme c'est le cas du mémorial des troupes de montagne, mais on y reviendra. Je vous ai mis aussi la photo du monument bataillonnaire du 13e bataillon de chasseurs alpins, qui n'oublie pas, qui a été rénové récemment et qui n'oublie pas d'évoquer ces combats de 1940. Donc, ces actions commémoratives, elles passent par un monument autour desquels se déroulent des cérémonies. Et là encore, même principe. Des cérémonies vont être organisées dès la fin des combats. Et je vous ai mis une photo qui est extraite des fonds du musée des troupes de montagne où des soldats, tout de suite après les combats, avec une simple croix comme monument, vont rendre hommage à leurs frères d'armes tombés lors des opérations à Narvik. Vous avez une reconnaissance et des commémorations qui sont organisées dès la fin des combats de l'armée des Alpes, à l'issue de la première bataille des Alpes. Par exemple, à Grenoble, il y a des témoignages qui mentionnent que les habitants de la ville assistent le 22 août 1940 à une scène insolite. On est en pleine année sombre, en pleine année 1940, et une scène insolite où le 6e bataillon de chasseurs alpins, défile victorieusement dans la ville, fanfare en tête, sous les acclamations enthousiastes de la population entière, groupée à l'appel de nos cuivres. C'est un déluge de fleurs et de hurrahs avant d'arriver au monument des Diables Bleus. Donc les Alpins n'ont pas attendu longtemps avant de commémorer cette victoire, comme un pied de nez à l'actualité de 1940, et puis pour encore une fois sauver l'honneur. Un autre élément, c'est les commémorations qui vont rapidement se dérouler au col de la Placette. Là, c'est pour rendre hommage aux soldats qui sont tombés dans le cadre des combats de Vorep en 1940 et qui ont stoppé net la progression des Allemands. Donc des commémorations qui s'organisent très rapidement après les combats et après les combats de 40 et après les combats de la Seconde Guerre mondiale. Justement, après les combats de la Seconde Guerre mondiale, très vite, la mémoire militaire s'organise et il y a un élément qui va, notamment à Grenoble, qui va contribuer à cela, c'est la remise de la croix de la Libération à ville compagnon de la Libération à Grenoble, et le général de Gaulle qui, dans ses mémoires, insiste sur l'enthousiasme des Allobroges et sur le rôle de la 27e division alpine, dont il a besoin pour redorer l'image de l'armée et pour mener à bien sa politique. Alors, une slide pour commémorer durant la guerre froide. Et là, je dois vous dire que je fais face à un vide. Dans les archives, je n'ai pas retrouvé de commémoration durant ces décennies de guerre froide. J'ai bien quelques commémorations municipales, mais je ne peux pas en tirer de conclusion pour l'instant. Mais est-ce que dans le contexte de guerre froide et dans un contexte où les troupes alpines traversent un creux, si on peut dire, est-ce qu'elle trouve un intérêt à revenir sur ce passé 1940, ce passé glorieux? Plus exactement, en fait, il s'agit pour les troupes de montagne de montrer qu'elles ne sont pas que des troupes de garde-frontières, mais qu'elles sont aussi capables d'intervenir au-delà. C'est toute la quête de légitimation et de revendication d'une spécificité qui va être menée au début des années 80. Donc, un vide qui doit être comblé par mes recherches ou par celles de collègues. Par contre, à la fin du XXe et au début du XXIe, on commémore très largement 1940 et les combats de 1940, l'institution militaire la première, les troupes de montagne la première. Vous avez sur la gauche une photo des 70e anniversaire du rassemblement des troupes à Belay, avant qu'il ne soit dans l'Ain, avant que le corps expéditionnaire ne soit formé et envoyé en Norvège.
L'évocation de ces combats, de ces défaites, de cette armée invaincue intervient notamment lors des Saint-Bernard, qui est la fête des troupes de montagne qui est célébrée tous les ans courant du mois de juin. C'est le cas, vous avez, même dans le contexte actuel, hein, Saint-Bernard a été célébré, commémoré, et ce qui est intéressant, c'est que le général Givre, hein, commandant les troupes de montagne actuellement, a une partie de son discours fait mention de cette épopée alpine en 1940. Je vous lis un extrait qui est disponible, hein, sur le Facebook de la brigade. Donc je cite, « On ne passe pas. Telle était la devise des unités de forteresse des Alpes en 1940. Tel est encore notre état d'esprit, quelle que soit la menace face au coronavirus comme face au terrorisme djihadiste. 80 ans après, nous nous souvenons de ceux de 40. » Voilà. Donc c'est intéressant comme le passé, comme passé et présent sont mêlés, et comme finalement l'inscription d'un combat sur un temps long est rappelée par le père des troupes de montagne. Vous avez aussi la Fédération des soldats de montagne qui a commémoré, qui a célébré Saint-Bernard et qui est revenue sur Narvik, sur la bataille des Alpes, et le président, le général Klein, a évoqué à la fin une justice pour les Alpins de 1940 qui n'ont jamais failli. Voilà. Donc c'est intéressant, ce cri de justice, cet appel à la justice en 2020, à l'aune de ce que je vous ai dit. Voilà. Alors, s'il y a un cri de justice, c'est qu'il y a eu une injustice. Et quelle est cette injustice? Est-ce que c'est l'oubli? Est-ce que l'oubli est une injustice? Si on revient sur le sens des commémorations, et plus particulièrement de celle-ci de 40 pour les troupes de montagne, il y a plusieurs éléments qu'il faut évoquer. Il y a notamment deux influences. C'est l'influence de l'institution militaire. C'est une institution qui traverse les siècles et qui a à cœur de rappeler son histoire, mais aussi l'histoire de la France. C'est une histoire qui est influencée par les hommes et plus particulièrement par les chefs, hein. C'est souvent les chefs qui écrivent cette histoire, pas seulement, mais souvent, et qui sont à l'initiative de commémoration. Et c'est encore le cas aujourd'hui, et c'est intéressant de voir, notamment dans les troupes de montagne, que c'est presque une histoire familiale parfois, avec un certain nombre d'officiers, de sous-officiers ou d'officiers supérieurs qui sont en responsabilité et qui sont des descendants de ceux de 40. Donc, deux fonctions à ces commémorations, des fonctions internes et des fonctions externes. Les fonctions externes, c'est des fonctions de rayonnement. Il s'agit de rappeler à toutes et à tous que les Alpins ont combattu, n'ont pas plié genoux et ont remporté des victoires dans l'année 1940. Et une fonction interne qui est un peu plus spécifique à l'institution militaire, et qui a été, au cours de ma thèse, rappelée lors des entretiens par tous les chefs de corps. Je vous ai simplement remis un extrait, un exemple d'un chef de corps de la 27 qui, en 2012, m'explique pourquoi il est important de commémorer encore la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, et notamment les combats de 40. Donc les traditions servent à nourrir, à faire naître et à entretenir l'esprit de corps. Et l'esprit de corps contribue à produire la capacité opérationnelle. Donc, si je résume, les traditions produisent de la capacité opérationnelle. C'est pour cela qu'on attache autant d'importance aux traditions et à l'esprit de corps, qui est un des fondements de notre capacité opérationnelle, dans le sens où c'est parce que l'esprit de corps sera fort que le soldat se battra et qu'il assurera sa mission dans n'importe quel contexte. C'est grâce à l'esprit de corps que la République peut compter sur une armée fiable qui exécutera les ordres qu'on lui donne à un moment où on lui donne. Donc, la commémoration, l'évocation de ce passé glorieux, c'est à la fois mettre en évidence des modèles, mais c'est aussi faire comprendre ou faire ressentir aux soldats, aux jeunes engagés qui justement s'engagent, qu'il fait partie désormais d'une famille qui a une belle et grande histoire et que lui aussi, désormais, doit poursuivre et écrire les plus belles lettres de cette histoire. Donc, il y a clairement un enjeu identitaire et pour la société civile, il y a aussi un enjeu de citoyenneté autour de ces questions de commémoration.
Donc cette quête de reconnaissance, après, à côté des commémorations, il y a aussi un certain nombre d'actions culturelles. L'armée, je vous ai dit, est à la pointe. Elle le rappelle en interne à travers des lieux, et notamment des salles d'honneur. Chaque bataillon, chaque régiment a une salle d'honneur, et les combats de 40 occupent une place non négligeable dans ces espaces mémoriels. Et puis, il y a le musée des troupes de montagne, qui a aussi toute une histoire. Je vous ai dit qu'il a été créé à l'occasion du centenaire des troupes alpines, qui a évolué et qui aujourd'hui se trouve à la Bastille et dans la nouvelle version, qui consacre une part aussi importante dans le parcours à ces combats de 40, qui évoquent non seulement l'épopée des troupes alpines à Narvik et à Namsos, mais aussi sur le long de la frontière des Alpes. Vous avez aussi un certain nombre d'actions culturelles et patrimoniales qui sont menées par des associations. L'Union des troupes de montagne, aujourd'hui FRESM. Vous avez aussi des collectivités locales qui mènent des actions. Vous avez par exemple en bas une initiative qui avait été réalisée à l'occasion du 70e anniversaire par le département des Alpes de Haute-Provence. Le musée des troupes de montagne possède un espace consacré aux expositions temporaires et va consacrer une exposition à l'armée des Alpes, armée invaincue, à la rentrée prochaine. Et puis, l'AR8 IHEDN, finalement, par ce cycle de conférences, contribue à cette quête de connaissance ou de reconnaissance à travers ces visioconférences. Il y a aussi un certain nombre d'actions culturelles et patrimoniales qui devaient être menées durant l'été, puis finalement qui sont reportées. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que, étant donné que les anciens disparaissent progressivement ou ont quitté ce monde, il y a une nouvelle forme de commémoration qui apparaît et de acteurs de ce théâtre commémoratif qui apparaissent. Je veux parler des associations de reconstitution et qui maintenant, d'une certaine façon aussi, œuvrent pour se remémorer ce passé. Donc, vous avez des exemples de différentes initiatives qui, en général, sont reportées. Il n'y a plus de son. Ah, est-ce que vous m'entendez? On n'entend rien. Si, moi j'entends. Hein. Si, on entend. D'accord. Bon, je poursuis. C'est bon. Il y a aussi des films qui ont été réalisés, puisque les livres, c'est une chose, mais pour toucher un public plus large, les écrans permettent notamment de toucher la jeunesse. Il y a des documentaires qui avaient été réalisés durant la décennie 2010. Et puis, je manque pas l'occasion d'évoquer à nouveau le court-métrage de Jocelyn Truchet sur 2 semaines de juin, sur ces héros oubliés. Et ce qui est intéressant, d'une part, c'est qu'il reprend ce slogan d'oubli et qu'il nous a rappelé lors de sa conférence qu'il avait fait, entre autres, ce court-métrage pour faire connaître à tous cette page oubliée de notre histoire. Donc, avec un volet pédagogique, un volet pédagogique, donc une volonté vraiment de faire connaître cette page qui, selon lui, est encore méconnue. Et puis, donc, on a parlé des actions des musées, les actions de différentes associations, et il ne faut pas oublier le rôle et le poids des médias. C'est eux qui font l'actualité, ou du moins qui la retransmettent, mais une certaine actualité, et c'est eux qui donnent le rythme, et c'est intéressant de voir comment ils traitent, ou comment ils ont traité, et comment ils traitent aujourd'hui cette année 1940. L'histoire consacre, et c'est intéressant, tous les 20 ans, en 1980 et en 2010, et cette année n'a pas consacré de numéro spécial à cette défaite de 1940. Et pour l'année 2020, vous avez un certain nombre de publications, Le Monde, l'Histoire, Le Figaro Histoire, j'ai pris que quelques exemples, Historia, qui reviennent sur 1940, mais je les ai feuilletés et aucun ne revient sur l'épopée des Alpins. Donc c'est une histoire qui est connue, mais c'est pas forcément une histoire qui est reprise à l'échelle nationale. Et on est dans une vision très
très simple, hein, d'une année très complexe, c'est la défaite et ensuite la résurrection avec l'appel à la résistance du général de Gaulle, d'autant plus qu'on est, je vous l'ai dit, dans l'année de Gaulle. Et puis, il y a tous les médias locaux sur lesquels un certain nombre d'acteurs agissent. Nous en premier, hein, France 3 Alpes, le Dauphiné, la Fresne est passée sur France Bleu Isère, le lieutenant-colonel Schiavon est passé sur France Inter, et ces visioconférences sont diffusées sur Facebook. Donc, en guise de conclusion et de transition, je voudrais simplement évoquer, mais pas traiter, puisque ça sera l'objet d'une communication, hein, celle de Philippe Barrière la semaine prochaine, un élément qui est très important dans tout ce que je vous ai évoqué ce soir, c'est la question de l'enseignement. L'enseignement de cette période, et plus particulièrement de cette année 40, en tenant compte d'un certain nombre de passages incontournables, d'éléments qui bornent notre action en tant que professeur d'histoire-géographie. Tout d'abord, on a un programme à respecter dans un temps imparti. Il y a un certain nombre de passages obligés à respecter et on a quand même une liberté pédagogique sur laquelle on peut jouer, mais dans une certaine mesure. Ce qui fait que pour la Seconde Guerre mondiale, et plus particulièrement pour 1940, les heures sont comptées et que finalement, si on prend du temps pour traiter la bataille des Alpes, eh ben, c'est du temps pris pour une autre partie du chapitre. Donc, c'est des choix qui doivent être faits et qui doivent surtout être pensés et justifiés. La Seconde Guerre mondiale, elle est vue essentiellement en troisième dans les nouveaux programmes et en terminale. Et en juin 40, on est encore sur cette idée hein, de rappeler, de comprendre les éléments, l'explication de la défaite, puis ensuite d'évoquer l'appel à la résistance du général de Gaulle. Voilà. Donc, pas ou peu de place pour évoquer les combats de 40 et encore moins les combats des Alpins qui restent une histoire régionale essentiellement. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, pour votre écoute et je suis prêt à vous répondre à vos questions éventuellement. Merci beaucoup, Florent, pour cet exposé plus que clair et complet. Donc, on a très bien compris que commémorer est essentiel pour se souvenir, mais aussi accepter l'histoire. Mais pas que, c'est aussi un aspect identitaire, surtout dans notre région, mais aussi sur une acceptation d'impact social beaucoup plus large. Et pour ce faire, différents moyens existent pour donner un sens pédagogique à cette histoire et surtout à notre futur. Donc, un petit mot pour vous rappeler jeudi 18 juin, prochaine conférence avec le lieutenant-colonel Kevin Maché sur liberté d'action, concentration des efforts et économie des moyens. En exemple, la bataille des Alpes au prisme des principes français de la guerre. Durant ton exposé, nous avons eu 4 questions écrites. La première de monsieur Daniel Neza, que je vais laisser prendre la parole. Oui, bon, vous m'entendez là? Oui, oui, je vous entends. Oui, bonsoir. En fait, bonsoir. C'était une question, une réaction aux quelques premiers transparents que vous avez montrés. Bon, j'avais déjà une question pour savoir si, selon vous, c'était le politique, entre guillemets, qui avait vraiment vocation à dire l'histoire. Et si vous aviez une idée sur le fait de l'absence de mention, par exemple, je me suis un peu plus étendu dans le texte sur les tirailleurs sénégalais qui ont été exécutés avec leurs officiers pour une partie écrasés sous les chenilles des chars de Rommel ou interdits de sépulture par l'ennemi. Mmh. Alors, merci pour votre question. Pour la deuxième partie de votre question, je vous avoue mon ignorance, hein, ça fait pas partie de mes domaines de recherche, bien que j'étais au fait hein, de cette question, mais je pourrais pas vous en dire plus. Pour la première partie de votre question, par contre, à mon avis, hein, le risque, justement, c'est que ça soit le politique qui écrive l'histoire. Et c'est pas aux politiques à écrire l'histoire, c'est aux historiens. C'est eux qui soumettent à l'appareil critique les faits,
C'est quoi être historien, hein? C'est partir des sources, c'est croiser les sources, c'est les analyser, les contextualiser, les critiquer et les restituer. L'historien, il travaille pas en fonction de l'actualité, pas toujours, hein. Il se peut que, par exemple, pour ces commémorations, il y a un certain nombre d'articles d'historiens qui paraissent, mais c'est pas l'actualité qui guide nos travaux. Contrairement aux politiques. Donc, justement, l'idée, c'est que la mémoire, c'est le lien entre passé et présent, mais il y a des ancrages et des enjeux politiques qui sont très importants. Et pour s'en échapper, il ne faut pas que ça soit justement le politique. Mais le politique a tendance à s'immiscer dans le champ historique. Par la mémoire, et par exemple, les historiens ont dénoncé les lois mémorielles, comme ils ont appelé, qui, le politique dicte ce qu'il faut penser et ce qu'il faut faire vis-à-vis de tel ou tel passé, justement, qui ne passe pas. Et on voit que c'est encore d'actualité, ne serait-ce que ces dernières heures, hein, avec cette question qui revient sur doit-on réécrire l'histoire, quelle place pour pour une partie de notre histoire qui aujourd'hui ne passe plus. Et si je peux me permettre rapidement une autre question, oui. Dans votre expérience maintenant professionnelle sur un certain nombre d'années, est-ce que vous avez le sentiment que l'intrusion des politiques dans l'écriture de l'histoire devient plus présente? Plus non, le politique est toujours intervenu, hein, dans l'histoire, hein. De Gaulle s'est servi de l'histoire, de son histoire et de l'histoire des compagnons, de la France libre, etc., pour justement ancrer et consolider son pouvoir. Donc, c'est un peu un réflexe du politique. Après, faut faire enfin, les historiens doivent rester vigilants, et il y a un certain nombre de tribunes qui paraissent régulièrement avec des comités d'historiens qui disent attention, on bascule dans le champ politique, on n'est pas dans le domaine de l'histoire, mais dans le domaine de la mémoire, par exemple. Mais pas plus qu'avant. C'est juste que les médias aiment bien en parler parce que ça alimente les conversations. Bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup, Florent, pour ces réponses. Monsieur Boyer aussi avait une question plus sur le STO. Oui, en fait, c'est pas tant sur le STO, c'est sur le qualificatif de mémoire défensive qui est attribué aux jeunes qui sont partis au STO. Autant j'ai bien compris les différents qualificatifs des mémoires attribués aux autres acteurs, je ne vois pas trop à quoi ça correspond. Donc, je voulais simplement une explication sur cette notion. Alors, elle est pas de moins. J'ai repris, je vous ai mis je me suis inscrit dans les réflexions de mes prédécesseurs, d'illustres prédécesseurs. C'est Robert Frank, hein, qui qui nomme ainsi cette mémoire, la mémoire des STO, mémoire défensive, parce que c'est un peu, pour faire simple, les STO ont été considérés à tort comme des travailleurs qui ont servi le Troisième Reich. Or, ils ont été contraints. Et cette mémoire a eu du mal ils n'ont pas parlé, et elle a eu du mal à sortir, et les travaux historiques ont été très tardifs. Il faut attendre la fin des années 90, le début des années 2000 pour que on se penche sur ces hommes qui ont été enrôlés de force pour servir dans les industries du Reich. Donc c'est défensif dans le sens où on est sur la défensive, on essaye de s'épargner les attaques éventuelles. Je pense que c'est plus dans ce sens qu'il faut le comprendre. D'accord, je comprends. Alors qu'en réalité, certains membres du STO, et en particulier mon père qui était à Jeunesse et Montagne, s'est fait livrer aux Allemands carrément. Oui, tout à fait, oui. Et ils ont passé beaucoup de temps dans l'usine dans laquelle était Leipzig à faire du sabotage des équipements allemands pour lesquels ils travaillaient. Oui, donc, tout à fait. La notion défensive aurait pu être aussi dans ce sens-là, mais c'est pour ça que je voulais une explication. Merci en tout cas, Florent. C'était une mémoire silencieuse qui aujourd'hui est bien connue, hein, mais oui.
C'est une autre histoire de cette Seconde Guerre mondiale qui est peu connue. Merci. En troisième question, Florent, tu as Monsieur Mola qui te trouve sévère avec la 7e compagnie. Oui, bonsoir. 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 Et en fait, oui, je vous trouve un petit peu sévère parce que c'est une comédie burlesque. Hein, c'est pas Oui. on est bien d'accord, hein, vous l'avez précisé, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je pense que ça a permis quand même de découvrir cette campagne de 40 au plus grand nombre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est effectivement une campagne qui n'est pas peu enseignée. Beaucoup de gens ont pu découvrir, ont pu savoir qu'il y avait eu une guerre avec des soldats français qui s'étaient battus. Voilà. Donc déjà, ça se mérite là. Je pense qu'il manque peut-être aujourd'hui un grand film ou une grande œuvre, je dirais grand public ou très grand public, parce que les ouvrages, bon, moi je les lis, vous les lisez aussi, c'est très agréable, c'est très sympa, mais ça s'adresse quand même à des gens qui sont déjà intéressés à la base. Et pas forcément en particulier aux jeunes qui ont 16 ans ou 18 ans aujourd'hui. D'autant plus sévère aussi que les personnages ne sont pas si nuls que ça, parce qu'on se rend compte que le soldat français, une fois qu'il est bien commandé par vous savez, l'officier aviateur qui est abattu, là, il prend la fameuse tenaille en main, une fois qu'ils sont correctement commandés, voilà, on les met sur le droit chemin, ils capturent une dépanneuse allemande, détruisent un char allemand, on a Robert Lamoureux qui détruit des ponts à tir-larigot pour empêcher la progression de l'ennemi, au péril de sa vie. Un petit jeune qui cherche à s'évader en permanence aussi parce qu'il n'a pas envie de partir en Allemagne, et c'est quand même un sacré courage de vouloir s'évader 10 fois la période d'un film. Cette période-là, on risquait quand même sa vie en s'évadant. Voilà. Donc, voilà, je trouvais un petit peu que finalement, c'est pas plus que ça. Oui, vous avez raison dans le sens où ça réveille une mémoire endormie, une mémoire passée sous silence. Après, effectivement, j'ai un peu grossi le trait, mais je suis pas sûr que des élèves de troisième, par exemple, arrivent à comprendre le second, le troisième degré. Pas tous, en tout cas. Donc, c'est important. Oui, ça évoque une histoire et ça a le mérite de l'évoquer, effectivement, mais derrière, je pense qu'il faut, avec certains, il y a tout un travail d'accompagnement, de reprise, de contextualisation et d'analyse qui prend du temps. Et le temps, je l'ai pas pris ce soir. Hein. Il y a un certain nombre d'articles, je pourrais les mettre dans la communication, dans le PowerPoint pour la suite, qui analyse plus finement, plus que je l'ai fait, le rôle du cinéma d'après-guerre dans la transmission ou la négation de mémoire, effectivement. Mais vous avez raison de noter que on pourrait consacrer beaucoup plus de temps et de faire une analyse beaucoup plus fine que je ne l'ai fait. Oui, ce serait très, très intéressant parce qu'effectivement, la partie du cinéma, si effectivement vous pouvez nous communiquer cette article, ça serait très intéressant. Parce que je pense que c'est un petit déficit par rapport aux Américains, par exemple, que nous avons. Et effectivement, on ne sait pas, je pense, montrer la valeur de nos soldats, du sacrifice qui a été fait. Je pense que c'est un élément qui est beaucoup. C'est un point faible, en fait, au niveau français. Oui, parce que question de budget aussi, et puis question il faut trouver un public, et voilà. Donc sur ce point, je vous encourage à aller voir le court-métrage de Jocelyn Truchet qui évoque ces combats et cet honneur des soldats de 40, notamment sur le front alpin. On a Monsieur Coudray qui se pose la question si on doit vraiment se souvenir de tout. Ah. Et vous prêchez un convaincu. Il y a le philosophe. Cette question de la mémoire, de l'histoire, de l'oubli, elle a été traitée par par les sciences sociales, par les historiens, par les sociologues, et y compris par les philosophes. Et il y a Paul Ricoeur qui, justement, j'ai emprunté le titre de ma communication à un ouvrage fameux de ce grand philosophe qui justement dit que l'oubli il est nécessaire et que heureusement que l'homme oublie parce que sinon il craquerait, quoi. Et cette question, c'est pourquoi on
ne veut pas oublier certaines choses. Mais vous avez tout à fait raison, c'est important d'oublier et ça fait partie d'un bon état psychologique et psychique. Mais c'est un peu plus compliqué à titre, ça c'est dans le cadre des mémoires individuelles, mais dans le cadre des mémoires collectives, parfois certaines sont oubliées, ça dérange personne, et parfois un certain nombre de mémoires veulent être ravivées et ça pose question, voire débat. Mais c'est intéressant effectivement cette question de l'oubli. Monsieur De Butler souhaiterait prendre la parole sur le général Bétouard, qui n'a pas rejoint le général de Gaulle en 1940, mais qui est plutôt allé faire campagne contre l'Allemagne au Maroc. Tout à fait. C'est une question ou c'est une affirmation? Enfin, c'est une affirmation de toute façon, mais. Affirmation. C'était juste une question. Bonsoir. C'était juste une question par rapport à la politique et à la vie militaire, une distinction étant toujours nécessaire entre l'armée et les politiques. C'est quelque chose que nous vivons, nous, aux États-Unis aujourd'hui. Il y a une séparation qui est nécessaire. Et d'ailleurs, sans vouloir d'ailleurs changer de sujet, c'est un problème qui est évoqué par d'autres officiers plus tard, d'ailleurs en Algérie, quand les généraux font leur punch. Je voulais simplement, donc je posais la question, c'était juste une observation par rapport au devoir de mémoire. À partir de quel moment est-ce que le devoir de mémoire est quelque chose qui doit être strictement militaire, ou est-ce que ce devoir de mémoire se doit passer par le tamis de la politique? Et je parle du général Bétouard, bien sûr, car le général Bétouard était avec les Alpins, et donc, a priori, il a sa place ici. Oui, tout à fait. Je dirais que le devoir de mémoire est politique et que les historiens, depuis quelques années, sont prudents avec cette injonction, justement ce rappel, cette omniprésence de la mémoire. Et depuis plusieurs années, certains préfèrent évoquer plutôt un devoir d'histoire plutôt que devoir de mémoire. Vous aurez compris pourquoi. Voilà. Mais effectivement, sur le général Bétouard, il a effectivement suivi pas immédiatement le général de Gaulle, et vous faites bien de le rementionner. Voilà. Merci pour votre réponse. Voilà, pour le moment, plus de questions écrites, juste une information comme quoi Le Monde vient d'envoyer un article sur le massacre des tirailleurs africains en juin 40, pour votre information. Si jamais il y a des questions orales, vous pouvez prendre la parole. Oui. J'ai une question sur la concurrence qui peut être faite au sujet des commémorations. C'est-à-dire que quand on fait des commémorations de manière assez importante, est-ce qu'on ne crée pas une certaine concurrence et voire même une certaine manière d'occulter certains événements? Bon, je pense bien sûr le gros événement dont on entend parler sans arrêt, c'est le 6 juin 1944 qui fait que dans l'esprit de beaucoup de jeunes aujourd'hui, la guerre la Deuxième Guerre mondiale se limite en fait au débarquement de Normandie. Pour les troupes de montagne, par exemple, je pense au sacrifice du 7e BCA à Pinon ou du 27e à Soupir. Qui était peut-être encore plus remarquable, puisque ça se rapprochait de Sidi Ibrahim, plus que peut-être la bataille des Alpes elle-même, qui fut finalement une bataille où il y a relativement peu de pertes, du côté français en tout cas. Et donc, est-ce que, justement, on ne prend pas le risque de mettre en lumière certains au détriment d'autres événements qui étaient peut-être encore plus glorieux? Oui, après, sur cette multiplication des commémorations, ça a fait l'objet d'un rapport il y a quelques années,
avec la préconisation suivante, c'est de rassembler toutes ces commémorations en une seule, notamment autour du 11 novembre. C'est plus ou moins ce qui a été fait. On a gardé l'idée de commémorer tous les morts pour la France le 11 novembre, mais on n'a pas gardé le deuxième partie du rapport qui était de supprimer les autres. Finalement, on a rassemblé, on a fait un hommage annuel national le 11 novembre pour ceux de la Grande Guerre, mais pour tous les autres aussi, y compris ceux des OPEX. Mais on n'a pas supprimé le 8 mai, on n'a pas supprimé le 18 juin parce que il est encore trop tôt. Et supprimer les commémorations de la libération du camp d'Auschwitz et toutes les autres, hein, ça serait politiquement c'est risqué et ça serait vécu comme une certaine négation. C'est encore trop tôt et il faudra du temps et que les générations passent pour s'autoriser à supprimer des commémorations, bien que ces commémorations, certaines d'entre elles ne rassemblent pas grand monde. À part les grandes, sinon j'en ai fait des dizaines durant mon cursus universitaire. Vous avez des fois, malheureusement, pas grand monde. Voilà. Mais il y a un attachement à la commémoration et c'est véritablement un acte identitaire, un acte communautaire. Donc indéboulonnable pour l'instant, du moins certaine. Merci Florent. Il y avait une seconde question, il me semble. Oui, pardon. De nouveau, Daniel Neda. Donc, j'avais juste une question parce que mes souvenirs scolaires sont lointains maintenant et que les choses ont changé. Pour connaître la durée qui était consacrée à la Deuxième Guerre mondiale au total dans les programmes de troisième et de terminale que vous avez évoqués. Oui, alors pour les programmes de troisième, en fait, ils ont changé récemment. Enfin, tous les programmes ont été changés. Au collège, on évoque la Seconde Guerre mondiale dans le cadre de 2 chapitres. La Seconde Guerre mondiale à l'échelle mondiale, justement, et à l'échelle nationale dans le cadre de la France. Et en terminale, il a changé. Avant, on étudiait la Seconde Guerre mondiale. Ça a changé, ça va changer l'année prochaine. Avant, on étudiait, il y a un an, on étudiait la Seconde Guerre mondiale en première. On étudiait l'histoire de la Seconde Guerre mondiale en première et on étudiait la mémoire de la Seconde Guerre mondiale en terminale. Et je trouvais ça très intéressant. Et c'était significatif que la mémoire passe dans l'enseignement. Et puis, il y a eu une réforme des programmes, notamment des programmes du lycée et de terminale. Et ce chapitre-là sur les mémoires a été supprimé. Et du coup, maintenant, la Seconde Guerre mondiale est évoquée uniquement en terminale, toujours d'un point de vue à l'échelle mondiale et à l'échelle nationale. Voilà. Donc, ça fait 4 chapitres sur l'ensemble de la scolarité du secondaire. Et ces 4 chapitres, ça vous donne combien d'heures à peu près en terminale, par exemple? Alors, j'ai pas de terminale cette année, du coup, je pourrais pas dire. On est, je crois, sur une dizaine d'heures, même pas. D'accord. Sur l'ensemble du thème. Mais je vous dis peut-être des bêtises, il faudrait que je regarde plus précisément. Il faut regarder le BO. Mais c'est sûr que si, de toute façon, en troisième, vous avez le brevet et qu'on doit finir les programmes, il y a le programme d'histoire, de géographie et de MC, et qu'on ne peut pas se permettre de consacrer 4 heures à la bataille de France, quoi. Donc, on doit faire le programme à pas chasseur. Pas accélérer, oui. Au pas chasseur, ouais. Merci beaucoup pour tout. Je vous en prie. Très bien. Est-ce qu'il y a une dernière question? Donc, merci beaucoup Florent pour cette présentation. Donc, je vous rappelle qu'il y a une autre conférence dans le cadre des commémorations de la bataille des Alpes jeudi 18. Donc, ça sera un plaisir de vous revoir
avec le lieutenant-colonel Maché. Voilà, il est 8 heures. Merci à tous. Merci à vous.